où je tourne la vidéo, le maître Eiichiro Oda vient tout juste de revenir d'une pause bien méritée et l'arc Wano et Onigashima touche maintenant à sa fin. Alors en tant que fan inconditionné de One Piece, je me suis naturellement demandé ce que ça donnerait une vidéo de mes 10 moments préférés de cet arc très quali pourtant souvent critiqué par la commu. Et oui, c'est bien moi, Kineko. Le bac étant terminé, je vais tenter de fournir un peu plus de vidéos sur cette nouvelle chaîne. Donc on n'hésite pas, les likes, etc. Vous connaissez la chanson et on reprend petit à petit les bonnes vieilles habitudes. Petit disclaimer avant de continuer, faut pas oublier que l'arc Wano et Onigashima réunissent plus de 140 chapitres, donc faire une unique vidéo de mes 10 moments préférés, c'est presque l'impossible. Donc si ça vous chauffe, cet épisode pourrait former le début d'une nouvelle série auquel je poursuivrai avec une deuxième partie sur Wano et Onigashima, et pourquoi pas poursuivre avec les autres arcs de l'œuvre si le concept fonctionne. Aussi, je tiens à souligner que cette vidéo contient du spoil, que ce soit en animé si vous n'êtes pas à jour ou même en scan, qui sont pas encore adaptés en épisode. Donc si vous êtes animé only, quittez la vidéo et revenez quand vous serez à jour dans l'œuvre. Dernier point avant de commencer, c'est promis, je suis un grand fan de One Piece et non un connaisseur expérimenté, donc si j'explique mal ou que j'oublie 2-3 petits points, les quelques puristes, vous êtes mis au courant. Bon maintenant, trêve de blabla, place à la vidéo. Ok, remise dans le contexte. Ça fait plus de 85 chapitres, soit plus de 110 épisodes que l'on n'a plus revu la moitié de l'équipage, dont Zoro, qui sont partis sur Wano pendant que le reste partait à la recherche de Sanji. L'arc Whole Cake Island ayant débuté en 2016 et Wano en 2018, ça fait donc plus de 2 ans qu'on n'a plus revu le reste de l'équipage. C'est alors au chapitre 912, lorsque Luffy et Zoro se retrouvent à Wano, que l'équipage se voit enfin réuni et plus fort que jamais. Mine de rien, ça peut paraître comme une scène plutôt useless pour une personne suivant à la chaîne les épisodes de One Piece, mais lorsque vous suivez quotidiennement ces aventures, des retrouvailles après plusieurs années, c'est quand même assez chaleureux. On se rend compte à ce moment qu'un équipage, bien que certains soient plus appréciés que d'autres, ne peut se passer de ses membres et les retrouver au complet donne la sensation d'un groupe soudé enfin réuni. Vous comme moi vous le savez, Oda n'aime pas faire mourir ses personnages, qu'ils soient secondaires ou principaux. Ça n'a pas empêché la mort d'un personnage agissant dans l'ombre pour le bien commun de Wano et du défunt Oden, Yasuie. Il nous est révélé à travers cette scène la véritable identité du personnage qu'est Todoyasu, ou plutôt Yasuie, qui était un fervent partisan de la famille Kozuki. Sa mort n'est pas inutile car elle fait partie comme d'autres éléments des facteurs de la guerre d'Onigashima. Cette mort est davantage amenée vers la tristesse par les pleurs de sa fille adoptive Otoko, qui malgré le smile qu'elle a mangé laissant l'unique place au rire, tombe en larmes. Les autres habitants d'Ebisu pleurant aussi de rire, dû aux effets néfastes des smiles, Zoro ne comprenant pas ses réactions, est en colère. Iori lui annonce ainsi la véritable apparence des smiles, montrant ainsi une nouvelle facette sombre du pays des Wa. Vous l'aurez donc compris, j'aime particulièrement cette scène car elle permet un énorme bond en avant quant à la symbolique de la mort de Yasuie et aux vérités qui nous sont révélées, permettant ainsi au Mugiwara d'avoir une raison de plus de faire sa fête à Orochi et Kaido. On remonte cette fois-ci à quelques chapitres en arrière avec le combat entre Luffy et Kaido. Luffy étant totalement furieux des agissements de Kaido sur Wano, il lui dégote un énorme Elephant Gun en pleine face qui lui laissera aucune égratignure. Bon alors même avant son combat, on pouvait facilement se douter qu'il allait perdre, que ce soit parce que leur combat tombe vachement tôt dans un arc aussi majeur que Wano, mais aussi parce qu'il faut souligner que Kaido est un Yonko. Oui c'est débile comme réflexion, mais apparemment Luffy n'a pas assez pris en considération ce point-là. De ce fait, cette sous-estimation des pouvoirs de Kaido lui sera fatale lorsqu'il lui suffira d'un seul coup pour totalement abattre Luffy. Un seul Araimehake ne fera pas seulement mettre Luffy dans les vapes, mais il aura aussi des blessures au point d'avoir des bandages sur l'entièreté de son visage, qui nous sera montré lors de sa venue dans la prison d'Udon. L'issue du combat était courue d'avance, mais un écart aussi important avec qui plus est un Kaido à même pas la moitié de sa puissance contre un Luffy en pleine forme, ça m'a personnellement marqué. Kaido a une nouvelle fois montré à travers ce combat qu'il n'a pas volé son titre de Yonko et du plus puissant combattant. Il nous est donc montré à travers ce combat que si Luffy veut libérer Wano, il va falloir sérieusement qu'il repousse ses limites.
Cet épisode était censé officialiser le début de l'arc Onigashima, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. En effet, là où on pouvait naturellement penser que les fours rouges allaient partir du port de Tokage avec leur flotte, personne n'était présent. Prenant tout de même part vers Onigashima, la question sur qui est le traître ressurgit, car il est normal de se dire qu'il s'agit de ce même traître qui a empêché le début du raid. Il s'agissait en vérité de Kanjuro qui, rappelons-le, est présent dans One Piece depuis l'arc Dressrosa, donc présent depuis plusieurs années. Même si le personnage n'est pas très appréciable, le voir être le traître est assez triste pour Kinemon qui, à sa réaction, ne croit pas sur le coup Kanjuro. Cette scène est assez marquante car on se rend compte avec le flashback sur les fourreaux rouges et Oden que Kanjuro tire les ficelles depuis le début. En plus de ça, je trouve personnellement que la Toei a franchement bien refait ce moment car la révélation sur Kanjuro en manga était déjà très cool avec les jeux de couleurs et d'ombre. Oda a donc très bien réussi son coup, car peut-être que je suis juste débile, mais personnellement je me doutais pas que le traître allait être Kanjuro, et vu comment c'était annoncé depuis un moment qu'il y avait un traître, je pensais davantage au fait que c'était une fausse piste volontaire d'Oda. J'ai vraiment aimé la façon dont les révélations étaient amenées dans cet épisode, que ce soit en manga ou animé, et bien que j'aimais pas de base le personnage qui est Kanjuro, Oda a réussi à bien exploiter ce personnage détestable. À l'heure où je fais cette vidéo, ce chapitre n'est pas encore adapté en animé. Mais vous pouvez me croire, il va faire beaucoup de bruit car il concerne quand même le meilleur personnage de One Piece, Sanji. On est en plein combat entre Sanji et le bras gauche de Kaido, Queen. Queen semble avoir un léger avantage sur Sanji grâce à la robustesse de sa peau qui empêche à Sanji d'asséner le coup de grâce à son adversaire. Malgré que Queen n'arrive pas aussi à faire tomber Sanji, il veut le forcer à sortir sa tenue du Germa, qui ne le sortira pas malgré sa position assez étroite face à un Queen toujours debout. On observe à l'aide de cette case que Sanji, bien qu'étant déboîté, ça ne lui fait ni chaud ni froid de s'être pris de gros dégâts. Il arrive même à briser l'épée de Queen rien qu'au contact de sa peau. On apprend plus tard au chapitre 1034 que ce power-up renforce non seulement son corps, mais lui offre une plus grosse force et une très grande rapidité. C'est apparemment dû à la première activation de sa Red Suite face à Page One qui a déclenché en Sanji cette amélioration de compétences, mais semblera plus tard le démunir de toute expression. Ainsi, à travers ce power-up, Sanji se fait ainsi rattraper par son passé au Germa, et j'ai personnellement très hâte d'en savoir plus à son sujet. On fait cette fois-ci un grand bond dans le temps avec le passé d'Oden qui nous en dévoile plus sur des grands personnages tels que Barbe Blanche, mais bien que ça puisse faire l'objet de plusieurs moments marquants de l'arc, ça pourra faire partie d'une seconde partie des meilleurs moments. A l'inverse, je vais aujourd'hui m'attarder sur le cas de Roger et sa découverte de la dernière île qu'il nommera lui-même Lovetail, par le fait qu'en découvrant toutes les vérités, lui et tout son équipage n'ont pu s'empêcher de rire. Cette scène, j'ai pu la voir en version papier mais aussi en animé, qui est d'ailleurs très bien réalisée et fait correctement hommage au manga, et bien qu'étrange, cette scène est une de mes préférées par son côté mystérieux mais aussi par cette excitation de découvrir ce lieu et ce qu'il renferme. Tout cela accompagné du premier ending Memories, donnant une touche supplémentaire de nostalgie à cette scène légendaire. Ces moments évoqués par Oden lui-même dans son livre de bord nous annoncera officiellement que réunir tous les Road Poneglyphs est bel et bien la clé pour aller en direction du One Piece. Tout fraîchement adapté en animé, ce moment m'a tout particulièrement intrigué. En plein combat entre Jinbei et Wuzu, celui-ci nous fait des révélations sur son passé et ce qui l'a conduit ici. Tout d'abord évoqué par Jinbei comme étant un ancien membre du CP9 et possédant une rivalité même avec Rob Lucci, il s'est retrouvé sanctionné et éjecté du gouvernement mondial, puis envoyé en prison à Impel Down. En effet, une fois de plus évoqué dans le dernier chapitre 1054 lors d'un flashback, il aurait raté une mission qui était de ramener un fruit du démon très dangereux au gouvernement mondial, le Gomu Gomu no Mi. La personne qui lui a fait faillir sa mission n'est autre que Shanks le Roux, un des actuels Yonko, on le rappelle. L'auteur, à travers ce chapitre, cherche à nous faire poser certaines questions, telles que pourquoi Shanks en avait-il après ce fruit? Est-ce qu'il avait déjà prévu à l'avance de ne pas le manger? Car techniquement, si quelqu'un s'en empare et le mange, il a juste à tuer cette personne et le fruit réapparaîtra quelque part, tôt ou tard, comme ça a pu être le cas autrefois avec Thatch ou encore Ace.
Mais au-delà de l'intrigue, qui n'est pas encore résolue et faisant l'objet de grands mystères, j'ai bien aimé ces moments qui m'ont rappelé les exploits de Luffy et les Mugiwara à Enies Lobby, car étant considérés comme des rivaux amicaux, Shanks et Luffy ont tous deux fait face aux CP9 tant redoutés, et fait également des rivaux de cette même organisation secrète. L'un a manqué sa mission de ramener un des fruits les plus dangereux pour le gouvernement mondial il y a plus de 12 ans, et l'autre manquait d'emprisonner celle qui est la plus susceptible de ramener les armes antiques à la vie il y a à peine 2 ans. Bref, un beau clin d'œil d'Oda je trouve. Nous sommes en plein dans ce qu'on pourrait dire la seconde partie de l'arc Wano. Alors que le reste de l'équipage est sur l'île, Luffy lui est encore dans la prison d'Udon, où il vient tout juste d'apprendre à se servir du Ryuo, le haki de Wano, grâce à Yogoro de la Fleur qui le lui a enseigné. Mais ce plaisir à avoir accompli son entraînement n'est que de courte durée. En effet, quelques minutes après, Babanuki, un des gardes, ordonne aux prisonniers de retenir Luffy pour qu'il soit réemprisonné. Luffy, après avoir vu le désespoir de ses prisonniers, croyant que Wano restera sous le commandement de Kaido et ne reviendra jamais comme avant, se mit en colère et souhaite partager leur souffrance en venant se coller à eux, ce qui va l'empoisonner au contact des balles anti-émeute que Daifugo a tirées juste avant sur tous les prisonniers présents. Cet acte voulu servait à montrer aux prisonniers qu'il faut lui faire confiance, que Luffy va libérer et ouvrir les frontières de ce pays au même titre que ce que voulait Oden autrefois. Luffy a ainsi réussi avec seulement des mots et son acte de bravoure à réveiller la flamme de révolte qui sommeillait dans chacun des prisonniers et les faire se battre contre Kaido et son équipage pour le raid final à Onigashima. Un épisode montrant une nouvelle fois que Luffy n'a pas changé depuis l'arc Alabasta ou encore Dressrosa et cherche à libérer le pays pourtant démuni d'espoir. Bon, je pense que vous vous en doutiez, mais cette fois-ci, on va parler d'un épisode qui va rester longtemps dans les mémoires, je pense. Tout le monde ici a pu voir cet épisode ou le lire, mais pour cette fois, je vais m'attarder en particulier sur l'épisode et non sur la version papier. Déjà qu'on soit bien d'accord, il s'agissait déjà d'un très bon chapitre, mais on va pas se mentir que la Toei a su perfectionner ses planches en animation. Ne serait-ce que pour la qualité d'image et des couleurs, pour les OST tels que le remix du premier opening culte We Are, mais surtout pour les scènes ajoutées comme le passage où Yamato imaginait le passé de Luffy et Ace. Bref, le 1015 a su faire parler de lui et à juste titre, ne serait-ce que pour la nostalgie de revoir Ace, le rythme envoûtant apporté tout au long de l'épisode, des moments de tristesse comme lorsqu'on voit le désespoir de Kinemon pourtant toujours déterminé, et bien sûr ces quelques dernières minutes épiques où Luffy a asséné un sacré coup à Kaido en colère pour tout ce qu'il a causé à ses amis et au pays. Bref, un épisode très bien ficelé qui, certes en version papier, était mémorable, mais pas autant culte que ce que nous a offert la Toei. Et on termine cette vidéo avec un dernier point qui, même lors de l'écriture et du montage de la vidéo, me fait très plaisir. Jinbei, qui est à mes yeux un des personnages que j'affectionne énormément, rejoint officiellement l'équipage. C'est un moment qui nous avait déjà été tease lors de l'arc de l'île des hommes poissons, mais aussi à Whole Cake Island lorsqu'il quitte officiellement l'équipage de Big Mom. Jinbei est un personnage de confiance car en effet, pour rappel, Ace à Impel Down lui avait demandé de veiller sur Luffy, chose qu'il n'a pas manqué de faire lorsqu'il fallait l'évacuer de Marineford et lors de la perfusion de sang à la fin de l'île des hommes poissons, ou enfin pour s'échapper de Whole Cake Island alors qu'ils étaient dans une situation très problématique avec Big Mom et son équipage qui les poursuivaient. Bref, un personnage bravant tous les dangers pour protéger son nouveau capitaine, et juste pour ça il mérite amplement de rejoindre les Mugiwara en tant que timonier de l'équipage pour tous les conduire, lui y compris, en direction du One Piece. D'ailleurs, petite mention aussi pour cette scène que vous voyez en fond et qu'on peut retrouver dans l'épisode 982, elle fait partie de mes scènes préférées par la complicité que chaque membre de l'équipage a entre eux. Cette scène prouve qu'ils forment une famille par tous les événements et les moments passés ensemble. Et voilà les amis, la vidéo touche enfin à sa fin. On reprend petit à petit les vidéos, donc excusez par avance le fait que cette vidéo n'ait pas été super bien montée ou que quelques éléments de la vidéo n'aient pas été évoqués ou juste survolés. Et aussi dites-moi vos avis dans les commentaires pour savoir si oui ou non vous êtes chaud qu'on commence une nouvelle série sur les meilleurs moments de chaque arc de One Piece. Bref, n'hésitez pas à monter à bord du navire en vous abonnant car une longue aventure nous attend.